Bonsoir et bienvenue à Nulle part ailleurs avec ce soir un corsaire des temps modernes. En fait, c'est un monsieur qui fait un métier de rêve puisque tout bêtement, il chasse les trésors et ce, au fond des mers. Et en plus, il porte un nom de rêve. Voici Éric Surcouf. Vous avez l'air tout timide. Ah non, ça va. Parce que pensez à votre grand-oncle, hein, il n'avait peur de rien. Ah bah oui, c'était effectivement un homme courageux. Je vais essayer d'être aussi courageux que lui ce soir. Vous êtes vraiment de la famille du grand Surcouf. Oui, je suis en fait son... Non, je ne suis pas son descendant direct, je suis son arrière-arrière-petit-neveu. C'est quand même la famille, c'est pas un pseudo, oui. quoi. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. C'est pas comme De Gaulle. C'est mon vrai nom, c'est mon vrai nom. Et c'est d'avoir eu cet ancêtre Surcouf, corsaire, donc, qui vous a amené à faire le métier que vous faites aujourd'hui? Oui, en partie, c'est vrai. Oui, lorsqu'on est jeune et qu'on est entouré de maquettes de bateaux pendant toute son enfance, on a des gravures anciennes autour de soi, des scènes d'abordage, on est effectivement tenté de mieux connaître cette histoire merveilleuse des cargaisons des compagnies des Indes, et puis bon, la mer, l'histoire, c'est... Donc depuis 12 ans maintenant, vous ne pensez qu'à une chose, c'est rechercher des épaves. Ah oui, c'est ma passion. Ça a été ma passion au début, c'était un hobby. Et puis maintenant, depuis 7 ans, je fais ça à temps complet. Je suis d'ailleurs, je crois, le seul Français à faire ça du 1er janvier au 31 décembre. À titre privé? À titre privé, tout à fait. La DRAS, il y a des organismes officiels. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez déjà vu pas mal de trésors? J'ai vu pas mal de trésors. Je suis passé à côté de pas mal de trésors aussi. J'ai eu des hauts, des bas, des succès, des échecs. Enfin, j'en parle d'ailleurs. On ne peut pas plonger à chaque fois. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. D'abord parce que vous faites un métier qui fait rêver tout le monde, quand même, pouvoir plonger et en même temps voir des trésors. Hein. Et en plus, alors vous racontez la dernière campagne, celle de l'île Maurice, à travers des propriétaires, des commandants de ces bateaux. C'était pas des pirates. Il y avait un des deux était un pirate anglais, et puis l'autre était le premier gouverneur général de la fameuse VOC, qui était la compagnie hollandaise des Indes orientales. Ah, donc dans ce temps où on dit que tout est morose, et bien voilà un bouquin pour faire rêver, ça s'appelle La mer en héritage, chez Artaud, mais on va en parler tout au long de cette soirée. Vous allez nous dire surtout comment vous faites pour retrouver ces trésors, puis tout ce qu'il faut faire comme travail préalable, parce que si j'ai bien compris, n'importe qui ne peut pas se lancer demain, même s'il s'est bien plongé. On va jeter un coup d'œil sur la suite et revenir à la parole. Évidemment, vous n'avez aucun mérite, puisque j'ai remarqué que depuis le début de la semaine, vous invitez les étudiants en droit notarial, étudiants et étudiantes, mais futurs notaires de toutes les facs de Paris. Aujourd'hui, c'est Paris 2. Ouais. Allez, faites donc plaisir avec ou sans cravate à tous ces futurs notaires. Oscar, je ne relève pas ce que vous venez de dire, Philippe. Moi non plus, ça ne vaut pas la peine. C'est à vous de travailler maintenant. Mon cher Éric, permettez-moi tout d'abord d'attirer l'attention du public sur le fait que votre prénom Éric s'écrit avec un K au bout. Éric K. Non pas Erika, qui lui s'écrit avec un A au bout, et de toute évidence, on ne saurait vous confondre avec une quelconque Erika, n'est-ce pas? Non, Éric K avec un K au bout, donc ce qui est peu courant, on en conviendra. Vous me direz qu'il est également peu courant de s'appeler Surcouf, mais s'appeler Éric Surcouf avec un K au bout, 1000 milliards de 1000 sabords, voilà qui n'est pas courant du tout. Et ça déjà, c'est bien. Maintenant, laissez-moi vous dire, Éric avec un K au bout, que c'est avec la plus grande circonspection que j'ai accueilli la nouvelle de votre venue parmi nous. Ouh là là, me suis-je dit, l'arrière-arrière-petit-neveu à droite en sortant de l'ascenseur du redoutable Surcouf, il va falloir que je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche si je ne veux pas qu'il me la coupe. Exercice qui met entre parenthèses d'autant plus difficile que j'ai plutôt l'habitude de m'y livrer dans d'autres bouches que la mienne. Car enfin, nous parlons bien ici du terrible corsaire qui mena la vie dure. Car enfin, nous parlons bien ici du terrible corsaire qui mena la vie dure à la marine anglaise il y a un peu plus de 2 siècles, au point que son nom, à jamais synonyme d'effroi, est entré dans le vocabulaire britannique. Oui, en Angleterre, aujourd'hui, quand on dit fucking son of a bitch asshole big shit motherfucker Surcouf, cela signifie tout simplement quel dangereux personnage. Antoine, mon cher Antoine, continuai-je en me parlant à moi-même, prends garde et ne fais pas trop le malouin avec ce malouin-là. Malouin, Saint-Malo.
Aussi, pour mieux vous aborder, c'est le cas de le dire, Éric avec un K au bout, pris-je la précaution de lire votre livre « La mère en héritage », non sans qu'une méprise m'eût tout d'abord fait dresser les cheveux sur la tête. J'avais cru lire en effet « L'amour en héritage », comme le terrifiant feuilleton de TF1 dont le générique, je le rappelle, était chanté par Nana Mouskouri, souvenez-vous. J'ai reçu... Terrifiant, non? Oui. Oui. Autant vous dire qu'après cette évocation, les supplices infligés par les pirates à leurs victimes non consentantes et que vous décrivez dans votre ouvrage, je pense en particulier à Barbe Noire contraignant tel prisonnier à manger son propre nez et ses propres oreilles, après les lui avoir coupées, ce qui rend la chose plus facile, certes, quoique j'en connais qui pourraient peut-être y arriver. Oh. Oui. Oui, autant dire qu'à côté de la chanson de Nana Mouskouri, de telles abominations font figure de chatouille bon enfant. Mais c'est ici le moment de préciser, auprès de ceux qui confondraient pirates et corsaires, que jamais votre arrière-grand-oncle, au fond de la cour à gauche, ne se livrera à de telles exactions, Éric avec un K au bout. Et que, bien au contraire, votre aïeul opérait un peu à la manière d'un gendarme des mers, bien que sans képi et sans moustache, à bord du Trois-Mâts, la Confiance, un nom qui en inspire de la confiance au point que le président Pinet n'hésite pas, m'a-t-on dit, à lutter contre ses propres voies d'eau inopinées en se colmatant avec des couches culottes de la même marque. Mais je m'éloigne. Ah oui. Oui. Remettons le cap sur des eaux... Remettons le cap sur des eaux plus limpides. Celles, par exemple, de l'île Maurice, vers lesquelles vous vous apprêtez à voguer, Éric avec un K au bout, pour y rechercher les épaves de célèbres frégates ayant fait naufrage là-bas. Aussi, pour vous éviter une mauvaise surprise, je préfère vous annoncer tout de suite que la première épave ivre de rhum de contrebande sur laquelle vous risquez de tomber là-bas, c'est Philippe, pour qui l'île Maurice n'a plus de secret, comme le prouve cette publicité faite par mon compagnon à ce paradis terrestre. C'est vrai. C'est une vraie publicité. Publicité dont il maintient mordicus qu'il la fit à titre gracieux et sans contrepartie d'aucune sorte. C'est vrai aussi. D'ailleurs, il n'est pas encore inculpé. Cet écueil surmonté... Ils ne sont pas des escrocs. Cet écueil surmonté, il ne vous restera plus alors, Éric, avec un K au bout, qu'à plonger dans la mer pour y chercher cet héritage dont on peut estimer que, quitte à ce qu'il retombe entre des mains expertes, autant que ce soit entre celles d'un surcouf. En compagnie d'Éric Surcouf, chasseur de trésors, vous êtes venu avec plein d'objets. C'est des choses que vous avez remontées? Ce sont des choses qui, en fait, qui viennent de la mer et qui, pour moi, ont une valeur surtout sentimentale. Parce qu'en fait, au-delà de la valeur, je dirais, financière des objets, il y a tout le contexte historique, l'histoire de ces objets. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Oh ben là, c'est un petit peu varié. Ça par exemple, c'est une... Tournez-le un peu vers moi. C'est une petite, un petit morceau de porcelaine. Qui, alors c'est le côté sentimental parce que j'ai découvert que cette porcelaine, c'est sous un amas de concrétion, on ne voyait rien du tout. Et puis au fur et à mesure, j'ai enlevé les concrétions et puis ce petit oiseau est apparu. Alors il est pris, vous voyez, il est prisonnier dans sa gangue de concrétion, j'ai laissé comme ça. C'est à quel âge? Ça, c'est une cargaison de porcelaine qui avait coulé il y a 375 ans. À bord d'un navire hollandais. Et puis aujourd'hui, on retrouve des petits morceaux aussi, je veux dire, de porcelaine, mais qui sont comme ça. On a l'impression qu'elle sort de la fabrique, alors qu'en fait, elle a le même âge que l'autre porcelaine. Et la pièce? La pièce, elle vient, alors c'est une pièce de 8 espagnole, c'est une pièce en argent. Bon, c'est une pièce classique, il y en a beaucoup, mais celle-ci, elle a une valeur sentimentale parce qu'elle vient de l'épave du Saint-Géran à l'île Maurice. C'est l'épave qui a inspiré Paul et Virginie, le roman de Bernard de Saint-Pierre. Ouais. Tout ça, vous avez trouvé ça près de l'île Maurice? Ça, c'était à l'île Maurice, effectivement. Ça, non. Vous voyez, ça, par exemple, c'est un petit bracelet, bon, anodin. Et en fait, c'était le prix d'un esclave. Ça valait une femme ou un homme. Aujourd'hui, vous êtes vraiment chasseur de trésors. Hein, vous pourchassez les galions engloutis. Il y en a énormément. Mais avant, vous avez mis du temps quand même. Hein. Vous avez travaillé avec Bernard Tapie? J'ai été il y a très longtemps. Il y a très longtemps. C'était avant mon service militaire. Il avait une petite société. J'ai été un de ses premiers adjoints, mais il y a très longtemps. C'était en 69. Il vous sera beaucoup pardonné alors, si ça fait si longtemps. Vous avez vendu des vélos aussi? J'ai essayé de vendre des vélos. Ça n'a pas marché. J'ai essayé de vendre des vélos aux États-Unis. Et puis je suis rentré en France, j'ai été voir des banquiers, personne n'a cru en moi. Et c'est en 72. Et puis l'année suivante, en 73, il y avait plus de vélos que de voitures vendues aux États-Unis. Ouais. Les banquiers n'ont pas toujours raison. Vous êtes allé un an trop tôt, quoi. Voilà. C'était avant Lehman, sans doute. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait comme métier encore? Oh, j'ai fait plein de petits métiers. J'ai été boss boy. Boss boy, c'est le serveur qui amène le beurre et la vinaigrette sur la table. J'étais barman. J'ai fait plein de petits métiers. Barman à Hollywood, quand même. Barman à Hollywood, oui. Ça, il faut dire. Ouais, vous aviez quand même déjà un certain sens de l'aventure. Hein. Le plus étonnant, c'est que qu'est-ce que fait votre femme aujourd'hui?
Ma femme dirige en fait maintenant une agence de dessinateurs en publicité, ce qu'on appelle les Roughmen, ce sont eux qui font les maquettes pour les annonces et les maquettes pour les films. Et ça, c'est vous qui l'avez monté? Et ça, c'est moi qui ai monté l'agence. Ouais, donc vous n'avez pas tout raté avant les Galions. Hein? Mais alors, elle vous a laissé partir? Elle vous laisse partir pour cette espèce de rêve de grand enfant? Elle m'a laissé, oui, elle m'a laissé partir, effectivement. Elle a été très compréhensive. Et bon, alors, maintenant, elle est avec moi à La Réunion. Et bon, elle revient tous les 2 mois s'occuper de l'agence qui tourne bien. Car du coup, vous habitez vraiment là-bas? Maintenant, j'habite La Réunion depuis 5 mois et je suis donc au centre de ma zone d'exploration. Et vous avez décidé que l'océan Indien, c'est le plus grand cimetière. Il y a combien de navires là-bas dans l'océan Indien? Oh, écoutez, des navires, il doit y en avoir, je sais pas, 400, 500 qui ont, au moins, intéressants, qui ont coulé. Mais enfin, tous ne sont pas abordables, si j'ose dire. Et tous ne sont pas, disons, dans des profondeurs accessibles. Ouais. Alors, on va regarder un peu, parce que vous allez nous expliquer en même temps. C'est pas si facile qu'on le croit. Hein. Il ne suffit pas d'avoir du matériel de plongée. Montrez-nous, mon cher Cap. Hein. Alors ça, il faut d'abord faire du repérage finalement. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Il faut d'abord faire des études sur le terrain. Là, en ce moment, là, on voit effectivement les premiers repérages en hélicoptère que nous avons fait du site à l'ouest, à Albion. C'était un navire hollandais coulé en 1615 qui transportait une cargaison de 90 000 pièces de porcelaine chinoise Ming de l'époque de l'empereur Wenli. Ce qu'il faut dire que l'île Maurice, qui est un paradis pour les touristes aujourd'hui, c'est un cimetière pour les navires avant, avec la barrière de corail. Hein. Mon équipe a localisé en archive 97 épaves autour de l'île Maurice. Ouais, je vais aller mieux faire le grand tour. Hein. Alors, quand vous plongez ensuite, quand vous remontez ça, vous êtes obligé de le donner aux gouvernements locaux. Oui, c'est-à-dire que les gouvernements locaux sont propriétaires des vestiges, mais alors on s'arrange. C'est-à-dire que moi, j'essaie de laisser dans le pays tous les vestiges qui ont caractère unique pour leur patrimoine national, et puis tous les objets en duplicata, on les partage à 50-50. Ah oui, c'est un accord préalable. C'est ça, ce qui n'est pas le cas en France, mais enfin là, pour l'île Maurice, c'était le cas. Comment se fait-il qu'on n'ait pas encore fouillé ces galions, puisqu'on voit qu'il y a des trésors vraiment enfouis, il y en a beaucoup? Vous savez, d'abord, c'est une question de moyens, et puis il y en a effectivement beaucoup, et la plongée sous-marine est une technique relativement récente, puisqu'en fait, c'est avec Cousteau que tout a été lancé. Là, c'est un canon que vous êtes en train de remonter? C'est un canon, voilà. C'est le premier canon que nous avons remonté. Nous avons remonté 6 canons comme ça, qui étaient très concrétionnés, et qui sont actuellement d'ailleurs en traitement d'électrolyse à l'île Maurice. Un de ces canons vous a fait très peur d'ailleurs. On a effectivement, il y a eu un des parachutes, la valve de surpression n'a pas fonctionné, et donc le parachute a éclaté à la surface, et il est passé à 1 mètre de moi et à 1 mètre du caméraman qui était à côté de moi, et qui a eu, lui, effectivement très peur, et on a failli être écrasé. À l'île Maurice, vous avez travaillé pendant combien de temps? 1 an. 1 an. 1 an sur 2 épaves. Dans un instant, on va revenir à l'actualité vue par Carl Zéro, puis vous me parlerez du projet Phoenix, dans lequel vous êtes lancé maintenant, et qui est très sérieux. Carl. L'Irak tente-t-elle de mettre au point l'arme atomique? 2 thèses s'affrontent, celle de Tarek Aziz, rayonnant, qui nie tout en bloc, et celle des inspecteurs de l'ONU, dépêchés en Irak, qui ont la conviction, mais pas la preuve, que Saddam Hussein enrichit de l'uranium. L'ONU voit tout ça d'un très mauvais œil. Vous voyez, mon cher ami, il n'y a pas de nucléaire en Irak. Il n'y a pas de nucléaire en Irak. Ça crève les yeux. J'ai l'impression, Éric Surcouf, que pendant presque 10 ans, on vous a pris pour un joyeux touriste qui avait la prétention de faire un travail sérieux, puis on ne vous croyait pas trop, ni les banquiers, ni les gouvernements. Puis maintenant, avec ce projet Phoenix...
Au Tout le monde y croit. Oui, effectivement, on m'a pris pour un fou et, et un doux rêveur. Et puis finalement, aujourd'hui, effectivement, je suis à l'aube d'un grand projet Qui va durer combien de temps? qui va durer dans une première phase de 8 ans. Et qui porte sur combien de bateaux? Et qui porte sur 35 épaves qui ont été sélectionnées sur 120 épaves potentielles. Donc c'est un énorme projet, ça va être le plus important projet jamais monté au monde. Dans la zone occidentale de l'océan Indien. Et toujours dans l'océan Indien. Hein. Mais la zone occidentale, pas tout l'océan Indien. C'est vous qui dites que dans ce livre, hein, La mer en héritage, vous dites que c'est un vrai musée, finalement, c'est le plus grand musée du monde. C'est effectivement, on peut considérer que c'est le plus grand musée du monde qui est effectivement au fond de la mer. Si vous voulez rêver, La mer en héritage, sur la piste des trésors engloutis, Éric Surcouf, c'est chez Artaud. De toute façon, Éric reste avec nous encore pour une demi-heure. Ça va, PPD? Oui, j'espère bien moi aussi avoir l'occasion de faire le plongeon très bientôt. Oui, vous êtes vous-même un trésor englouti, vous. Hein, Je suis une épave à rechercher. Ah non, je n'ai pas dit une épave. Non, Merci, Philippe. On vous remontera la surface rapidement. Vous êtes en le mettez de seul qui l'oxygène. me soutenait. Les Guignols, dirigés par l'épave. Une bouteille de rhum. Vous en voulez, Moussaillon? Un peu de rhum. Et toi, tu en veux, petit homme? Tiens. Ah. Je suis Capitaine Croche-Cul. Voilà pourquoi. Bon, bah, ça se voit. C'est ouais. amusant. Le pirate sanguinaire des Caraïbes. Ou plutôt son fantôme. Et je suis en colère. Ah, tapette, tapette. Silence. Silence, oiseau de malheur. Capitaine Croche-Cul, parle. Ah, Surcouf. Ton chien d'ancêtre a de la chance d'être mort, lui. Ces jours-ci, tout ce qu'on trouve à pirater, c'est des cassettes de Patrick Bruel. Tu parles d'un butin. Patrick. Silence! J'avais bien trouvé du boulot à Euro Disneyland. Conseiller technique pour l'attraction Les Pirates des Caraïbes. Mais en me voyant, un demi-quai à ricaner. Drôle d'endroit pour un crochet. Première fois que je vois quelqu'un essayer de pêcher les morues avec un hameçon qui dit « Par Belzébuth !» Je lui ai taillé les oreilles en pointe. Ah, Mickey, tu m'entends? Fais gaffe aux tiennes. On m'a congédié. Pour me passer les nerfs, j'irais bien semer la terreur dans la baie de Monaco. On m'a dit que les riches vaisseaux étaient nombreux à y jeter l'ancre. Particulièrement la Stéphania, une corvette princière qui, paraît-il, a déjà résisté à de nombreux abordages. On dit qu'elle mouille, ces jours-ci, dans le port. Par les poils de Barbe Noire. J'y tirerais bien une salve dans le caillard arrière, moi, là, celle-là. Et puis j'y plante mon grappin et pas de quartier. Et toi? Toi, coquille de noix, qu'as-tu donc à fixer ainsi Capitaine Croche-Cul? Capitaine Croche-Cul est pirate à la voile, exclusivement par l'enfer. Tu comprends? Ah oui. Mais toi, Surcouf, toi, j'ai un marché à te proposer. Il y a plus de 3 siècles de ça, un boulet me scia le mât à la hauteur de la Grande Vergue. Je cautérisais aussitôt la plaie avec un fer rouge, accroché la prothèse que voici, et repartais à l'abordage. Là, ma vengeance fut terrible, trop terrible. Avant de rendre l'âme, l'un de ceux que je venais de supplicier me condamna à aérer aussi longtemps que je n'aurais pas retrouvé mon bout pour me le faire recoudre. La boue. Ta gueule! C'est commode. Si les poissons ne l'ont pas déjà mangé, il doit moisir sous 15 pieds de vase. Mais toi, trouve-le, Surcouf. Et je te dirai l'emplacement de tous les galions que j'ai coulés. Ils sont remplis d'écus qui ne demandent qu'à reluire entre tes mains de pilleurs d'épaves. Mais gare à toi si tu brûles. Attention, la dernière fois, voilà ce que m'a rapporté le plongeur que j'avais engagé. Ah, regarde. Une pieuvre. Oui. Ça t'apprendra à rire, toi. Fais-moi le malin, là, hein. Oh oui. Prends-la. Ah non. Elle était encore vivante il y a quelques heures. Confondre ça avec ma proue. Là où il est, le drôle n'a plus besoin de bouteille. C'était pas mal, hein? Moi si, et je dis, et yo ho, pour une bouteille de rhum, merci.
Et voilà! Et voilà! Si vous préférez, plutôt que Croche-Cul, les vraies histoires de pirates, La mer en héritage, les trésors engloutis, c'est Éric Surcouf aux éditions Artaud. Demain, nous recevrons Charles Gérard, c'est le comédien fétiche, c'est l'ombre depuis 20 ans, de Claude Lelouch pour son film La belle histoire. Qu'est-ce qu'il y a?